Bienvenue à toutes et à tous dans Force of Wish, le podcast des formats Eternal de Magic the Gathering, aussi gratuit qu'une Force of Will et aussi cheap qu'une commande sur Wish. Et pour cause, autour de la table, aucun pro player, juste des passionnés de formats un peu anciens avec des bonnes cartes très chères ou pas, et des communautés accueillantes, et si possible des formats abandonnés par Wizards of the Coast, comme ça on peut jouer tranquille entre nous. Vous l'aurez deviné, dans ce podcast, on ne va donc pas parler de standard ni de moderne, on va parler de legacy, de popper, de duel commander, parfois même de vintage ou de pré-moderne, et peut-être un peu limité parce qu'on aime tout ça autour de la table et qu'on a tendance à aller voler les goûters dans les avant-premières, parce que c'est plutôt cool et que Wizard n'a pas encore tout à fait abandonné le format. Moi, c'est JB, je suis un joueur invétéré de combo, plutôt casual quand je perds, plutôt compétitif quand je gagne. Malheureusement, je perds plus que je gagne. Avec moi, j'ai JP, alias Papy Brossard sur les internets, grinder légendaire des boutiques parisiennes, recordman mondial de retournage de Delver, même quand c'est complètement hors méta comme en ce moment. Comment ça va JP? Comment on vit le deuil de Delver et la mort de cette grenouille sur laquelle on reviendra tout à l'heure? Salut JB, bah écoute, ça va, c'est dur à encaisser, ça me fait encore mal dans mon petit cœur, mais écoute, il faut aller, puis voilà. Très bien, de l'autre côté de la table, j'ai Salvish, l'organisateur du plus prestigieux mais du plus confidentiel des tournois parisiens de Magic the Gathering, mais aussi un joueur qui a récemment découvert qu'en Legacy, quand on joue top méta, on gagne des tournois. Il ignorait ça car il jouait Lands depuis des années, sans la moindre raison. Romain, comment ça va? Qu'est-ce que ça fait de win des tournois? Salut JP, ravi d'être avec vous pour partager ce premier épisode de notre podcast. En effet, gagner, c'est plus facile quand on joue un deck méta. Pour me présenter rapidement, je suis joueur régulier depuis Kaladesh. Je suis collectionneur depuis la cour de récré, mais malheureusement, il n'y a pas de pépites qui traînaient chez mes parents. Et je suis donc maintenant joueur de Legacy régulier, plutôt de decks à base de Big Mana, beaucoup Eldrazi en ce moment, quand j'ai envie de bien m'en sortir, sinon plutôt Lands quand j'ai envie de faire 0-5, et sinon je joue un peu en vintage en online, et je jouais Titan en moderne. Et comme tu l'as dit, effectivement, j'ai beaucoup pris de plaisir à organiser des tournois multiformats à Paris, ce que je ne peux plus faire malheureusement, puisque j'ai déménagé. Merci Romain. Effectivement, Romain a récemment abandonné tous ses amis pour une vie de famille confortable et pleine d'argent, ce qui est une très très bonne décision personnelle et une très mauvaise décision d'organisateur de tournoi. Vous l'aurez compris, on est un peu vieux, on vient d'une époque où c'était cool ou pas d'avoir des cartes dans la cour de récré et pas d'avoir une Switch. Quoi qu'il en soit, pour ce premier épisode un peu pilote, on va se focaliser sur le Legacy en parlant des bans du 16 décembre qui ont fait beaucoup de mal, notamment à JP, vous l'aurez compris. Ensuite, on parlera de la domination d'Eldrazi aggro sur le format qui est une des conséquences de ce ban. Romain nous présentera ensuite un deck exotique de Chatard d'un mec qui a tellement vu les étoiles s'aligner qu'il a fait top 16 à l'Eternal Weekend avec Tron. Voilà, personne ne sait comment, mais c'est magnifique. JP nous parlera de la Coupe de France de Popper, probablement l'un des formats les plus cool de tout Magic. Et ensuite, on fera une petite outro sur nos recos du moment, qu'elles soient liées à MTG ou pas. Et ensuite, ce sera fini et on vous dira à la prochaine fois. On commence avec les bans du Legacy. Vous le savez, le 16 décembre 2024, le marteau du bannissement est tombé sur Grenouille Psychique et Babiole Vexatoire avec des conséquences plutôt lourdes. Romain, est-ce que tu peux commencer par nous faire un petit point sur la méta pré-ban en Legacy? Alors si tu me le permets JB, pour rappeler la méta pré-ban, je vais parler des résultats des Eternal Weekend. Les Eternal Weekend, c'est les plus gros tournois de Legacy et de Vintage, équivalent à DGP. L'Eternal Weekend d'Amérique du Nord, pour commencer, où on avait 1155 joueurs dans le main event de Legacy. Le deck le plus présent de la méta, Dimir Reanimator avec 15% du metagame, qui présentait 53% de win rate. Et si je combine avec les autres decks Psychic Frog, donc plutôt des stratégies tempo, on arrivait à 23% de la méta. Le meilleur win rate, Mystic Forge Combo, un deck principalement boosté par la Vexing Bubble, qui avait 62,54% de win rate, suivi des decks Nadu, 54,89% de win rate. Les cartes MH3 de Modern Horizon 3 les plus jouées, Consign to Memory, avec 1700 copies, devant la Frog, avec 1456 copies. Est-ce qu'on peut se poser la question de la présence de Consign to Memory par Mystic Forge Combo ou par Eldrazi? Les cartes de side les plus jouées, donc Consign to Memory, suivi de Ferry Macabre, évidemment avisé de Reanimator, et le top 8,
Mystic Forge combo qui gagne le tournoi, Kevin Wallace qui pilotait le deck. Et dans le top 8, on retrouve 3 decks Mystic Forge combo, un deck Nadu, un deck Cephalic Breakfast, donc 2 decks Nadu, un Painter, un Dimir Reanimator et un Boros Yorion. L'Eternal Weekend européen, on avait 832 joueurs, le deck le plus joué, encore une fois, Dimir Reanimator avec 103 copies, et avec Dimir Tempo, on avait 163 copies sur 832 joueurs, et le vainqueur, c'est Cephalic Breakfast. Dans le top 8, on retrouve 2 decks Nadu Elf stratégie avec Berceau de Gaïa, un deck Cephalic Breakfast, donc 3 decks Nadu, 2 decks Dimir Reanimator, un Storm, un Stiflenut et un Esper Control. On remarque également un deck Urzatron assez improbable dans le top 7 dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on a également à noter 20 copies de deck Frog en top 64. Les win rates que j'ai notés qui sont intéressants à noter, on a les decks Nadu qui représentent 61,71% de win rate, Claude Post qui a très bien performé aussi avec 60% de win rate, Mystic Forge Combo avec 54,37% de win rate, et Dimir Reanimator et Dimir Tempo aux alentours de 54-55%, les deux, donc plutôt un bon win rate également. Les cartes de side les plus jouées, les cartes Modern Horizon 3 les plus jouées, c'est pareil. Consign to Memory, Fairy Macabre, carte MH3, Consign to Memory, Psychic Frog et Vexing Bubble. Et on note également la présence très forte d'Anti-Bet, probablement pour la Frog, avec une grosse présence de Fatal Push, notamment avec quasiment 800 copies dans les decks. Évidemment, cette méta plutôt resserrée, elle a donné lieu à 2 bans. Le premier, c'est la grenouille psychique. Alors pour rappel, la grenouille psychique, c'est une créature Dimir pour 1 bleu, 1 noir. C'est une 1-2 qui a pas mal de lignes de texte. La première, c'est que quand elle fait des combats de damage à un planeswalker ou à un joueur, son contrôleur pioche. La seconde, c'est qu'il suffit de discard une carte pour mettre un compteur +1/+1 sur elle. La troisième, c'est que on peut exiler 3 cartes du cimetière pour qu'elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Ça lui donne donc pas mal de compétences, elle est pitchable sur faux, elle permet de se discard, donc de mettre des cartes au cimetière, ce qui dans un pack réanimateur est cool, et c'est une condition de victoire assez solide avec une capacité d'évasion. JB, je me tourne vers toi, c'est toi le premier, la première victime parmi nous du bannissement de Frog. Ton avis sur le sujet, est-ce qu'il fallait ban cette Frog si tôt depuis son arrivée, ou est-ce qu'il fallait lui laisser un peu de temps pour voir si la méta pouvait la digérer? Je pense qu'il fallait attendre un petit peu, effectivement, comme tu dis. Quand on lit le compte rendu et le raisonnement de Wizard pour bannir cette carte, on se rend compte qu'en fait il tombe un petit peu à côté. C'est-à-dire que c'était une carte qui était à la fois très présente dans l'échelle Reanimator, mais aussi dans l'échelle Dimir Control, et c'était la plus grosse représentation, en fait, cette échelle-là, c'était la plus grosse représentation de contrôle dans la méta. Est-ce que justement c'est pas un des problèmes de cette carte, c'est d'être trop bonne partout, c'est qu'elle va être excellente dans un deck justement Reanimator qui va lui permettre de discard des cartes pour aller dans le combo, mais également juste d'être une menace en elle-même, alors que Reanimator, c'est un deck où si a priori j'attaque le cimetière, je vais l'embêter. Là, c'est même plus le cas. Avec la Frog, je peux juste me faire taper par une Frog qui devient rapidement 3-4, 4-5, qui prend le vol. Est-ce que justement, c'est pas le problème de cette carte d'être trop bonne partout? Alors, c'est évident que c'est une bonne carte. Cependant, on est en Legacy. Le ban de Frog, il a pas vraiment permis de diminuer la puissance de Reanimator. En fait, il a surtout touché l'échelle combo et l'échelle contrôle, et c'est finalement ça a complètement déséquilibré la méta. Et que finalement, c'est un peu le deuxième ban qui tombe à côté pour Wizard dans Legacy, parce que finalement, Griff n'a pas non plus altéré tant que ça ce genre de shell. Alors, c'est pas exactement les mêmes shells, mais malgré tout, c'est 2 cartes qui rentrent dans les mêmes packs et qui sont bannies, et les 2 fois, finalement, on tombe un peu à côté. Et qui restent toujours tier 1 actuellement. Après, moi, vraiment le problème que j'ai sur la Frog, contrairement à d'autres cartes qui vont être rapidement mauvaise dans certains match-ups. On peut estimer effectivement que la Frog a été ban trop rapidement et que la méta n'a pas eu le temps de s'adapter. On se rappelle du ban de Orkish Bowmaster, une 1-1 pour 2 en flash qui permet... Il n'a pas été ban, si je peux me permettre. Il n'a pas été ban.
Le ban, la demande de ban, excusez-moi. La demande de ban, on se rappelle la sortie de Bowmaster qui polarisait l'attention et de dire oh là là, Bowmaster c'est beaucoup trop fort et au final la méta s'est bien adaptée. Mais Bowmaster, si en face je joue pas de cantrip, je joue pas de piocheur, c'est nul. Frog, c'est jamais nul. En tout cas, c'est moins souvent nul que les Bowmaster qui, rappelons-le au passage, les joueurs de Legacy qui nous écoutent le savent sûrement, n'a tué ni Brainstorm, ni Ponder, ni aucune carte de draw, si ce n'est l'oiseau des castes de 2 qui faisait le draw 2 qui se tuait tout seul sur Bowmaster. Oui, c'est ça, mais je pense que de toute façon, à terme, Frog aurait été pareil. C'est pas une carte qui fait de la value en arrivant, c'est pas une carte qui se protège, c'est pas une carte qui a la célérité. Ça veut dire que c'est une carte qui est gérable. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as parlé de la méta, une des cartes de side les plus jouées, c'était Fatal Push. Pourquoi Fatal Push? Parce que ça gère très facilement Frog. C'est pas vraiment un souci d'avoir une carte comme ça, si elle peut être gérée aussi facilement. Mais est-ce que justement, c'est pas le problème d'une carte trop présente qui va polariser la méta? On voyait, moi par exemple, je joue Lands. On jouait Lands. C'est une excuse pour rien. J'essaye de jouer Lands. Mais on était obligé de jouer 4 Sword main deck dans Lands, ce qui n'était absolument pas le cas d'avant. On rajoutait un Maze of It pour éviter de prendre des coups de Frog. On remarque aussi une grosse... Frog, c'est pas la seule créature du format. Bien sûr, mais on a remarqué aussi une grosse augmentation des Pyroblasts dans les main decks de beaucoup de decks pré-ban. Est-ce que c'est normal d'avoir des Pyroblasts main deck? Est-ce que c'est uniquement lié à Frog? Est-ce que c'est pas lié au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent Force of Will? Enfin, il y a quand même beaucoup de raisons. Moi, je trouve que c'était pas vraiment la carte clé de ces formats-là, notamment de Reanimator. En fait, ça reste un plan alternatif pour gagner, mais c'est juste un plan alternatif, c'est pas le premier plan du deck. Et finalement, on voit que l'impact principal, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impact principal, il a touché contrôle, il a touché la principale shell contrôle, et aujourd'hui on a une méta qui est complètement déséquilibrée, avec une très grosse majorité, on a encore regardé les chiffres tout à l'heure, il y a à peu près 50% des decks qui sont des decks combo. Pourquoi est-ce qu'il y a 50% des decks qui sont des decks combo dans la méta? Parce que il y a plus de shell combo, il y a plus de shell contrôle pour les contrôler justement. Donc ça montre que contrôle a été complètement affaibli par ce ban-là. Et finalement, Reanimator qui rentre justement dans ces shells combo, est resté très présent dans la méta. Donc Wizard a complètement tapé à côté. En voulant viser Reanimator, ils ont juste affaibli Control, ce qui a eu pour effet de faire monter d'autres decks, notamment très combo. Alors on peut se poser la question d'autres cartes éventuelles qui pourraient être bannies dans Reanimator. Est-ce que des cartes comme Entomb, comme Reanimate, voire même du Troll de Khazad-dûm, qui est un gros enabler de Reanimator. Ou Atraxa. Moi, carte qui est capable de traverser du standard au legacy tous les formats qu'elle a touchés. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment Atraxa qui a fait remonter le pack très très fort au moment où elle est arrivée dans la méta, qui a vraiment fait renommer Reanimator très fort. Et en fait, cette carte, elle est tellement écrasante, elle a tellement un impact quand elle arrive sur le board, que peu importe la shell dans laquelle tu vas la jouer, si t'arrives que ce soit d'ailleurs dans Reanimator, mais aussi dans Show and Tell, c'est une carte qui est tellement forte. Ou dans Natural Order. Ou dans Natural Order aussi. C'est une carte qui est tellement forte, qui a tellement d'impact quand elle arrive sur le play, qu'à mon avis, elle déséquilibre complètement la méta. Mais est-ce qu'on peut pas se poser alors la question aussi de Griselbrand, qui a un effet qui peut être un peu similaire à Atraxa? Griselbrand est là dans la méta depuis très longtemps, et franchement, il n'avait pas le même impact. Et Griselbrand coûte cher. Payer 7 points de vie, ok, pour piocher cette carte, mais 7 points de vie, il faut les avoir. Faut les avoir dans une méta qui est capable, même si Burn n'est pas un gros deck de la méta, dans une méta qui est capable d'être ultra agressive. On sait que le Legacy peut l'être. Ouais. Payer 7 points de vie, contrairement à Atraxa, à qui il suffit de toucher le board pour te faire draw 7, ou 5, ou 4, ou 3, ou 10. Mais bon, l'impact est quand même pas le même.
Il y a plus de sélection avec Atraxa. Hein. Et la sélection avec Atraxa est exceptionnelle. Il y a plus de C'est-à-dire que tu sélection vas avec chercher Atraxa. les cartes dont tu as besoin parmi un top 10, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, un top 10 sur quoi Sur 60 cartes d'un parc de pire, Legacy. mais même pas, parce qu'en fait, tu commences avec tes 7 cartes en main, t'as pioché 2-3 cartes, tu vas regarder un cinquième des cartes qui se restent dans ta bibliothèque à peu près, ou même un quart. Et en plus, faut pas oublier qu'Atraxa est multicolore et donc pitchable sur Force of Will, voire même sur Force of Vigor ou toute autre carte de sign. Donc l'Atraxa supplémentaire peut effectivement être utilisable pour autre chose là où Griselbrand n'est pas utilisable. Mais justement, est-ce que l'Enabler de Reanimator, on a vu, on a banni plusieurs cartes à visée de Reanimator, ça marche pas. C'est toujours un des meilleures cartes. Donc, est-ce que c'est pas l'Enabler qui est enlevé maintenant? Est-ce que c'est pas Reanimate? Parce qu'il n'a pas juste reçu trop de cartes. Il a reçu le troll de Khazad-dûm, qui est quand même un truc hyper puissant dans l'échelle. Il se réanime pour 1, enfin, avec une Reanimate qui coûte 7 PV, 8 PV. Ça va chercher des landes. On est en Legacy, donc ça va chercher des bilandes. Bon, à l'époque, ça se pitchait même sur Griff, mais c'est une affaire terminée. C'est quasiment inarrêtable en défense parce qu'il faut 3 créatures pour le bloquer, sachant que tu vas y laisser tes créatures. Bon, on est sur une carte compliquée. T'ajoutes à ça la Frog, t'ajoutes à ça Atraxa, t'ajoutes à ça la nouvelle carte noire dont j'ai oublié le nom, mais je vais la checker en direct parce que c'est très très mal de mentionner des cartes. Je vous repasse la parole. Professionnalisme de notre côté, professionnalisme. bravo. Mais après, oui, c'est vrai, mais toutes ces cartes-là, moi là où je vous rejoins pas totalement par rapport à la Frog, c'est que toutes ces cartes-là, elles doivent toucher le cimetière. Le cimetière, on peut s'en occuper. La Frog, c'était comme quand il y avait Ragavan. Je pose ma Frog et je vais au bout avec. Non, tout simplement, je la protège. Ragavan, il a dash. Bien sûr, mais dans l'esprit, il attaque tout de suite. Non, parce que la différence, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la Frog, elle a pas la célérité. Elle a pas, elle se protège pas. Elle arrive en jeu comme ça, elle peut être gérée. T'as le temps, ton adversaire, Lopo, elle le temps de la gérer. Oui, alors après, ton Ragavan, il prend Bolt. La Frog a annulé Bolt. Faut défausser 2 cartes. Ouais. Faut défausser. Tu défausses ton Atraxa et ton Griselbrand que tu as réanimé un tour d'après. C'est cher. C'est cher et c'est risqué parce que il peut faire Bolt dans Fatal Push et dans ce cas-là, t'as perdu 3 cartes. Bien sûr, c'est possible. Mais là, on l'a vu, Bolt était une des cartes qui était présente en x4 dans quasiment tous les decks qui jouaient du rouge. Elle était quasiment plus jouée parce que elle est inutile. Fatal Push et oui, c'est pas dramatique. Mais il y a beaucoup moins d'applications quand même pour Fatal Push que pour Bolt. Bolt potentiellement peut te finir une game. C'est un peu corner, mais la Bolt, si il manque 3 PV, eh ben la Bolt elle fait ça. La Fatal Push, ça peut être une carte morte. La Bolt, évidemment, sera mauvaise contre certains match-ups, mais c'est tout à fait possible de finir avec. Et je trouve que de ban, la Frog a fait un espèce d'un-ban de foudre en fait, que la foudre redevient jouable. Ça va toucher ton Nethergoyf, ça va toucher ton Barrogoyf, ça va toucher ton Pyrogoyf, ça va toucher en fonction de leur stat évidemment. Si un Barrogoyf de fin de partie sera beaucoup trop gros, mais la Frog la foudre touche des choses. Et je trouvais ça dommage de plus pouvoir jouer le rouge que à part pour jouer Pyroblast. Ce que tu dis, cependant, moi ce que je constate, c'est que je reprends ton exemple de Bolt, j'ai pas l'impression que le Bolt soit particulièrement joué en ce moment. On a une méta qui est très combo. Et finalement, des decks qui te balancent des Atraxa, ils en ont un peu rien à foutre de Bolt. Ah, ça, je suis d'accord. En plus, il y a des decks où effectivement, il y a absolument pas de créatures, mais j'ai l'impression que Foudre est quand même une carte un peu passe-partout qui peut servir. JB a retrouvé ta carte. JB a retrouvé sa carte. Il s'agissait de Métamorphosis Fanatique, une 4/4 pour 4 incolores et 2 noirs avec le lifelink qui, quand elle touche le board, réanime une créature, mais surtout avec un compteur lifelink dessus, mais surtout, miracle, un incolore, un noir, ce qui, vous l'aurez compris, dans Réanimator, tour 2, ça se draw,
on a mis un troll de Khazad-dûm au cimetière tour 1 et boum, c'est la fin de la partie. Très bien, pour tout le monde. ça remplace Frog dans la shell. Ça remplace Frog dans la shell, c'est parfait. C'est bien ce que je disais. Selon moi, le sujet des réanimateurs, c'est ni Frog, ni Griff, ni Atraxa. C'est le problème qui est eu. Je vais enlever Griff une fois pour toutes, mais qui est Frog, Atraxa, Métamorphosis fanatique, Troll de Khazad-dûm et tous les enablers incroyables qui est en Legacy, mais qu'on peut respecter puisqu'on est dans un format où il y a Days, où il y a Faux, etc. Mais des enablers pour 1, des animated pour 2 et ce genre de cartes. Moi, je crois que le problème de réanimateur, c'est qu'il a trop de cartes qui vont ensemble. On ajoute à ça Archon of Cruelty qui, si par malheur, il active 2 fois, dont celui de son arrivée, on a quand même fait un life swing et un advantage, disadvantage ultra violent. Il met des pralines à 6. Et t'enlèves une carte, donc en gros il met des pralines à 9, bon, on est quand même sur pas mal de cartes hyper problématiques, et du coup une sélection de cartes à réanimer qui sont quand même relativement énervées. Je suis d'accord. Et donc, est-ce qu'on n'en revient pas toujours au problème? Est-ce que c'est les enablers qui doivent être ban? Peut-être que la Frog devait partir, mais effectivement on voit toujours que Reanimator est plutôt quand même au top de la méta actuellement. Est-ce que justement il va pas falloir s'attaquer aux enablers, on verra, hein. C'est à l'avenir. Et si ça vous va en conclusion, c'est que soit c'est pas elle qui devait partir, puisque de toute évidence elle n'a pas tué ce que Wizard voulait tuer, ou en tout cas si elle devait partir, elle ne devait pas partir seule, puisque de toute évidence son départ n'a pas tué ce que Wizard voulait tuer. Oui, c'est vrai. On est d'accord avec ça. On enchaîne, on passe sur le deuxième ban sur lequel il va y avoir un peu moins de polémique. Vous l'aurez compris, ce sujet de la grenouille mettait en grand désaccord nos deux chroniqueurs. On va passer sur la babiole vexatoire, Vexing Bauble en anglais, un artefact incolore donc pour un mana incolore, qui dit quelque chose d'assez problématique en Legacy. Quand un joueur joue un sort, s'il n'a pas dépensé 2 mana pour le contrer, pour le payer, le sort est contré. Petite ligne supplémentaire qui n'est pas anodine. Pour 1 et taper la babiole, on draw une carte. Je vais vous passer la parole, mais d'abord, on le rappelle, le Legacy est un format qui contient énormément de sorts qui ne demandent pas de mana. Non seulement les sorts avec les vocations que la plupart des joueurs connaissent, les élémentaux et les forces, mais aussi les contre-sorts qu'on a évoqués, Days et Faux, mais aussi les Mox et un certain nombre d'enablers de mana, comme Pétale de Lotus, qui sont très 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 présents dans le format. Romain. Et donc, on peut dire ça, on est d'accord là-dessus, que cette carte va un petit peu à l'encontre de l'esprit du Legacy, de l'esprit des spells gratuits, parce que faut se rappeler quand même que c'est une carte qui est sortie dans Modern Horizon 3. Pas Legacy Horizon 3. Et donc en fait ça n'existe pas. Voilà, c'est une bonne raison. Mais donc c'est une carte. Si Wizard décide de se retourner sur le format et de nous prendre un peu d'argent, peut-être qu'ils sortiront Horizon du Legacy 27. Sûrement un prochain sujet de podcast, la réserve liste, pourquoi comment. Mais en fait c'est une carte qui a vraiment été pensée pour le moderne, parce que il y avait une omniprésence d'ailleurs. Il y a dû y avoir des émergents de Siban en moderne, de Fury, puis de Griff, parce qu'elles étaient trop fortes. Donc c'est une carte qui a été pensée, les sets sont pensés longtemps à l'avance, et donc elle a été pensée pour contrer les évoques, mais ils avaient sûrement pas suffisamment pensé à l'effet que ça pouvait avoir sur le Legacy, qui comporte effectivement beaucoup plus de sorts gratuits. Ou ils s'en foutent, c'est sûr. Mais après c'est toujours pareil, c'est un format qui est censé ne pas être suivi par Wizard, mais il y a quand même toujours la banlist, il y a quand même toujours il y a une communauté qui est là, et le Wizard écoute quand même la communauté, sinon il y aurait même pas de ban en fait. Donc c'est toujours un peu bizarre ça. Mais là on s'écarte du sujet. Mais effectivement, la Vexing Bauble, pour moi, va vraiment à l'encontre de l'esprit du Legacy. Donc là, je pense que JB sera d'accord avec moi. Et je pense qu'on est tous d'accord, effectivement. À l'exception de quelques personnes qui ont râlé sur les internets, notamment des joueurs de combo et sur quelques cercles de conversation parisiens. Voilà, des amis communs. Je pense que la personne à qui nous faisons référence, dont nous ne citons pas le nom car nous ne lui avons pas demandé son avis, se reconnaîtra. Voilà, à cette exception-là, à quelques exceptions près, je pense que tous les joueurs de Legacy sont d'accord pour dire que ça avait plutôt tendance à abîmer le format plutôt qu'à l'encourager à devenir quelque chose de plus intéressant. On peut, pour rester sur la babiole vexatoire, se rappeler, si on revient aux statistiques qu'on a vues de l'Eternal Weekend avant le ban,
l'omniprésence et le win rate absolument délirant au-dessus de 60% de Mystic Forge Combo, qui jouait évidemment 4 babioles main deck. En plus, on peut estimer presque qu'il en a 8 parce qu'il joue 4 sagas. Faut pas oublier que ça coûte 1. Ça fait partie des problèmes aussi de cette carte, c'est qu'elle est tutorisable sur saga, et ça a amélioré énormément le win rate de Mystic Forge Combo, parce que même si il jouait des spells gratuits, il se protège tellement fort, il peut juste jouer ces spells gratuits, ça va quand même faire trigger son Flash Striker. Ouais. Il aura quand même son token. L'intérêt de Bubble dans ce type de deck là, c'est que c'est des decks qui interagissent pas du tout en fait. Il a juste envie de dérouler son plan et qu'on ne fasse pas chier, et il va gagner plus vite que toi. Et d'ailleurs, donc, c'est exactement ce pourquoi il joue la babiole, quoi. Il joue sa babiole, il sait qu'on ne pourra pas m'emmerder, il déroule son plan, il gagne. Et c'est pour ça explique ce win rate. Et d'ailleurs, le deck là même post-ban a baissé en win rate, mais il a pas disparu. En fait, la babiole a été remplacée par Defense Grid. Defense Grid qui est moins fort que la babiole vexatoire, mais qui permet aussi une défense. Defense Grid, pour rappel, c'est un artefact pour 3 qui dit que tous les sorts que joués pendant le tour de l'adversaire coûtent 3 de plus. Donc permettent de partir en combo pendant son tour en ayant une protection certes moins forte que petit Terratum, ça coûte 2. Ça coûte 2, pardon. 3, mais ça coûte 3 de plus pour jouer les sorts pendant le tour de l'adversaire. Voilà. Je voulais préciser également sur la babiole vexatoire. Moi, ça m'a rappelé un petit peu l'époque de Griff, parce que je trouve que la babiole vexatoire crée des plans de jeu très frustrants. Je suis sur la draw, mon adversaire me pose tour 1 babiole vexatoire. Je regarde ma main avec mes Force of Will, mes Mox Diamant, mes Chrome Mox. Ma main est morte. Donc en fait, moi, ça m'a rappelé un peu quelquefois les patterns de jeu de Griff, Reanimate Griff, qui m'a détruit ma main. Donc qui crée des plans de jeu hyper frustrants et pas forcément très très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais moi je trouve que ça avait un petit côté comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis étonné que tu donnes cet argument-là, parce que tu joues des langues à cette époque-là. Et des Mox Diamants. C'est vrai que Romain détestait se faire prendre ces 2 Mox Diamants dans sa main, dans sa main avec les griffes. Donc forcément, il était très frustré. Mais oui, je pense qu'on est tous d'accord. C'est des patterns, même dans un format aussi puissant que le Legacy, avec autant de réponses, des contres gratuits qui peuvent attraper babiole tour 1, ça reste hyper frustrant de jeter une main hyper correcte pour un artefact à 1 qui rentre dans n'importe quel deck, dans n'importe quel truc, qui surprotège combo. Voilà, c'était pas on est d'accord. Et puis effectivement, peut-être qu'on va conclure là-dessus, mais c'est ce que t'avais dit. Les sorts gratuits, c'est vraiment un pilier du Legacy. Si on commence à toucher ça avec une carte comme babiole, on dénature complètement le format. C'était vraiment une carte qui était toxique dans le format, et je pense que Wizard a très bien fait de la manière. Et d'ailleurs, aussi, j'ai envie de rebondir sur ce que JB avait dit quand il présentait la carte. On oublie souvent aussi juste sa petite ligne de texte. Pour 1, je la sac et je draw. Donc en fait, elle se remplace. Elle est jamais totalement nulle. Et même, potentiellement, si j'en pioche une deuxième, bah je joue ma deuxième babiole. De toute façon, elle sera pas contrée puisque c'est pas possible. Et je sacrifie l'autre pour draw, donc j'avance dans mon deck. En fait, elle est jamais mauvaise. D'ailleurs, elle est rarement mauvaise. Elle peut être pas terrible. C'est juste un piocheur, mais elle est jamais totalement morte, injouable. D'ailleurs, JB, je parle de toi, mais est-ce que tu peux nous rappeler ton 8-cast avec Vexing Bubble, d'ailleurs. Ouais. Moi, mon entrée dans le Legacy, les joueurs autour de cette table le savent, elle s'est fait par 8-cast, qui est typiquement le genre de deck que j'aime bien. C'est un peu aggro, c'est un peu tempo, c'est un peu combo, c'est un peu artefact, c'est un peu incolore, et c'est un peu bleu. Et on peut jouer des Force of Will, et surtout, on joue énormément de spells à 0, puisque de mémoire, il y a 4 pétales de Lotus, 4 Mox Opal, 4 babioles de Mishra, 4 babioles d'Urza et 4 Force of Will, donc ça fait quand même genre de tête 20 ou 24 sorts gratuits, j'ai pas compté, ou sorts à 0. C'est un peu dur quand on prend un artefact à 0 qui annule presque la moitié de ton deck. En fait tu le jettes à la poubelle. Un sort à 1 pardon. Sinon il se contrerait lui-même.
qui annule ton deck, c'est un peu pénible. Voilà. Alors ça force à changer de deck, c'est pas mal. On découvre que les Eldrazi c'est sexy aussi. On peut payer plus d'argent. On peut payer encore plus d'argent pour refaire un deck, d'autant plus que je rebondis sur ce que disait Robin tout à l'heure. Ça fait partie, et ce que je disais en début de séquence, ça fait partie de l'identité du Legacy, et comme le disait de mémoire Doomwake, qui est un créateur de contenu qui a beaucoup fait de moderne et qui je crois est beaucoup passé en tout cas à une époque sur le Pioneer, c'est pas l'identité du moderne. Et c'est pour ça que cette carte a du sens en moderne, c'est que les sorts gratuits n'étaient pas l'identité du moderne jusqu'à l'arrivée des forces, puis des élémentaux évoquent. Voilà, donc l'identité du moderne a changé. Visiblement Wizard en sortant cette carte a envie qu'elle revienne un peu à ce qu'elle était. En même temps, bon, ils unban Moxopal, ce qui rend encore tout ça un petit peu confusant, à mon avis, pour les joueurs de Moderne, et on leur souhaite bien du courage, puisque même si nous, on parle pas de Moderne ici, on les aime bien quand même, on a envie qu'ils aiment leur format, mais voilà, et le sort gratuit, c'est l'identité du Legacy. Il y a même des anti-bêtes gratuits, Snuff Out, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un anti-bête noir qui détruit n'importe quelle créature pour 4 life. C'est vrai, on l'a oublié, celle-là aussi. Ouais. Voilà, donc c'est un sort de Legacy qui est... Oui, en Legacy. Ouais, en Legacy, ouais, c'est ce que je viens de dire. Donc il fait partie, parce qu'on a parlé que des Force of Will depuis tout à l'heure et des évoques, mais il y a en fait plein d'autres sorts gratuits, en plus des babioles et des machins, qui font que c'est aussi ce format qui, même quand t'es tap out, et c'est ce que t'apprends ton premier jour de Legacy, tap out ça veut rien dire en Legacy. Le mec il peut avoir 2 contres en main, 2 anti-bêtes, voilà, c'est ça qui est cool. Ça fait partie du jeu. Bref, on est tous d'accord, babiole, rip, hein, on s'en fout, on la laisse aux joueurs de Moderne, pour qu'ils arrêtent de se faire pourrir la gueule par les évoques. Tout ça, ça a des conséquences. La méta a shifté. Elle n'est plus celle que nous a décrit Romain tout à l'heure avec tant de précision et tant de chiffres. Elle est devenue une autre méta au sommet de laquelle se trouve Eldrazi, se trouve Mono-Red Stompy, et selon moi, c'est tout, mais peut-être que mes amis ici présents ne sont pas d'accord. Alors, Eldrazi est un très bon deck. Pour moi, il n'est pas encore au top de la méta, parce que les tops ne sont pas remplis d'Eldrazi. Vous ne le voyez pas, mais JP se tient le visage. Mais plutôt remplis de decks Upsol Spells, de decks Nadu, que ce soit des decks Cephalid Breakfast, et des decks juste qu'on va appeler Nadu Elf, c'est-à-dire des decks Nadu avec des Natural Order pour aller chercher potentiellement une Atraxa, un Craterhoof Behemoth, en fait un peu comme ce que faisait le deck Elf qui n'existe plus vraiment depuis longtemps et qui revient justement grâce à Nadu. D'ailleurs Nadu, on peut faire un petit rappel de la carte. C'est une créature 3/4 vol pour un vert, un bleu, qui a une capacité déclenchée que si une créature que je contrôle est ciblée par un sort ou une capacité, je révèle la carte du dessus de ma bibliothèque. Si c'est un terrain, je la mets sur le champ de bataille, et sinon, cette carte, je la mets dans ma main. Ce n'est pas de la pioche, on la met dans la main. Cette capacité va trigger 2 fois par tour, par créature. Faut rappeler également que cette carte a été bannie en Duel Commander, a été bannie en Moderne. Est-ce qu'on peut se poser la question du problème de cette carte ? Pour moi, c'est la prochaine carte qui est vraiment sur la watchlist. On va en parler avec JP qui, évidemment, lui, veut tuer le deck Eldrazi. Ce que je peux comprendre, même si ça ne me fait pas plaisir, mais pour moi, sans rire, Nadu me paraît beaucoup plus dangereuse parce que il y a plein de shells Nadu différentes et pas forcément que combo. Ça peut être juste un deck avec une value absolument incroyable et au final j'attaque quand même avec une 3/4 vol que pour 3 c'est pas ridicule et potentiellement créer plein de tokens avec mon Nantuko et les faire devenir énormes avec mon Craterhoof Behemoth. Enfin donc ça rentre dans plein de decks différents et d'ailleurs on l'a vu le Cephalid Breakfast c'est ce qui a remporté l'Eternal Weekend Europe avec 3 copines Nadu dans le top 8. Donc est-ce qu'on se pose la question du ban ? Peut-être. Mais je peux l'entendre que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour l'instant, ça a pas l'air problématique au plan des chiffres, même si ça a gagné un Eternal Weekend. C'est un bon deck. Je pense que tous les gens qui ont joué contre savent que c'est un bon deck avec des ressources hyper solides et des axes de victoire qui sont hyper nombreux. Donc, ça peut soit comboter avec ses Fight Breakfast et sa combo de manière ultra vénère,
soit ça crée un board qui est intolérable. Il y a un truc qui est vrai, mais je termine juste, il y a un truc qui est vrai, c'est que l'expérience de jeu d'affronter Nadu, on a parlé tout à l'heure des niveaux de frustration, elle est pas très agréable. Et qu'en Legacy, c'est un format où plutôt on a des expériences de jeu qui sont cool parce que tout le monde joue un power level hyper haut. Je pense que le problème, il vient pas de Nadu particulièrement. Le problème, il vient surtout du fait que on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tué toute l'échelle contrôle et que Nadu, du coup, n'a plus d'ennemis ni de prédateurs naturels, donc il peut dérouler sa combo tranquillement et gagner ses games puisque il y a plus de contrôle dans la méta. Nadu est pas plus fort, je pense pas que Nadu soit beaucoup plus fort que un deck Schwantel ou un deck Hoop Soulspell qui va dérouler son plan et qui va gagner de la même manière. Alors, effectivement, il faut que chaque deck ait son prédateur pour que la méta soit saine. Après, je trouve que le problème de Nadu rappelle un petit peu les decks Eggs aussi. On va avoir des milliards de triggers, on va avoir un board, alors je parle là principalement pour le jeu papier, mais on va avoir un board incompréhensible. Je trouve que ça rend aussi le fait de suivre les triggers pas toujours facile. Si j'ai 15 tokens de Nantuko, lequel j'ai fait mes 2 triggers, lesquels j'ai pas fait mes 2. Donc en fait, je trouve que ça crée des tours excessivement frustrants pour l'adversaire, parce qu'en plus ça va pas forcément au bout. Ces triggers, ça fait des tours extrêmement longs sans forcément tuer. Cephalic Breakfast, c'est un petit peu différent parce que si on voit dérouler le combo et qu'on n'a pas de réponse, je peux abandonner. Voilà, je peux ranger mes cartes parce que je sais que je vais avoir le Tassaz Oracle qui va être réanimé. Alors que le deck Nadu, c'est vraiment un peu comme Eggs. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Nadu ou est-ce que vous voulez qu'on parle? Tant qu'il n'est pas numériquement plus présent que ça, j'ai l'impression qu'on peut laisser Nadu vivre. Après, effectivement, s'il y a un redéban pour taper Eldrazi, on va y venir, etc. Peut-être qu'il faudra occuper l'espace, mais peut-être que les shell control dont parlait JP se libéreront et que Nadu, une fois qu'il aura un bon shell control dans la bouche, en fait, il retournera à sa place, à savoir à sa place de tier 3. Deck ultra pénible qu'en fait t'as pas envie de jouer ni en tant que joueur ni en tant qu'adversaire, mais bon, c'est encore un autre sujet. Ouais, je pense que c'est ça. Je vous rejoins assez sur la pénibilité du deck et les patterns un peu chiants à suivre qu'il amène. Par contre, en termes de puissance même du deck, je pense pas que ce soit ultra dominant et que ce soit ultra problématique. C'est juste un deck combo dans un environnement où il y a pas de contrôle. Voilà. Un deck combo dans un environnement combo. On y est. Et donc, justement, qu'est-ce qui n'est pas combo dans cette méta? Eldrazi. Donc, est-ce que c'est pas un deck sain, finalement? JP, qu'est-ce que t'en penses? Oui, parce que, je me permets de préciser, ce à quoi Romain fait référence, c'est au fait qu'Eldrazi, donc, est le dominant deck du moment, aux yeux de bien des gens, ce qui génère une domination secondaire de Mono Red Stompy, donc un deck capable de faire une Blood Moon T1. Qui est un vrai prédateur d'Eldrazi. Qui est un prédateur naturel d'Eldrazi, qui ne comporte aucun land de base, si ce n'est une waste dans la plupart des decks, et qui énerve beaucoup JP. Ouais, bah ça y est, on arrive enfin au vrai sujet, au vrai sujet de la conversation, au vrai sujet du podcast. Donc alors, on a là un deck avec des bêtes qui ont des triggers de casse, donc qui te font tout du 2 ou du 3 pour 1, qui ont une shell de mana avec la moitié des cartes, la moitié des landes qui te permettent de faire 2 mana, donc de ramper comme un porc. Plus que la moitié. Plus que la moitié, effectivement. Et avec en plus la possibilité, puisque c'est une tribalité, de jouer des Cavern of Soul et d'avoir en plus de ça des cartes qui sont encore plus incontrables. Voilà. Alors, d'accord. J'entends. C'est effectivement le deck. Mais là, justement, on va venir à la réflexion. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les cartes qui sont problématiques actuellement, ou en tout cas sur lesquelles on peut se poser la question, pour juste les Eldrazi, il y aura le Glaring Fleshraker, qui est une créature 2/2 Eldrazi pour 2 mana génériques et 1 mana incolore, qui a un trigger de cast. Quand on caste un spell incolore, on va créer un token Eldrazi Spawn 0/1 qu'on peut sac pour faire du mana. Et quand il y a une créature incolore qui touche le board, le Glaring Fleshraker va faire un dégât à chaque adversaire.
Donc, le token va entraîner le deuxième trigger. Quand il y a un autre Eldrazi qui rentre, ça va également faire un trigger. Donc, on a un enchaînement de triggers important. On a le Fleshraker. On a également le Sowing Mycospawn, qui est une créature, encore Eldrazi, évidemment. C'est une 3/3 pour 3 mana génériques et un vert qui a un kicker, pour 1 mana générique, 1 mana incolore. Son trigger de cast sans kicker, c'est je vais chercher un terrain, n'importe lequel, il arrive en jeu, dégagé, c'est important. Avec le kicker, je vais exiler un terrain ciblé. Un terrain ciblé. Même les basiques. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. L'autre carte sur laquelle notre discussion va aussi se diriger, c'est un éphémère tribal Eldrazi qui s'appelle le Commandement de Kozilek, qui est un sort pour X mana générique et 2 mana incolore, alors qui a beaucoup de lignes de texte. Alors les lignes de texte, je peux exiler X cartes depuis n'importe quel cimetière. Je peux exiler une créature ciblée de valeur de mana X ou moins. Je peux faire regard X puis piocher une carte, et je peux également créer X tokens 0/1 Eldrazition qui ont la capacité de sacrifice pour faire du mana. C'est un tribal Eldrazi, donc c'est une carte où je peux payer 2 mana avec le temple Eldrazi, et je peux réduire son coût de 2 avec l'œil du Guin. JP, à ton avis, quelle carte est la plus problématique dans ce shell? Je pense que c'est la mana base. De manière générale, c'est l'ensemble de la mana base, que ce soit l'œil du Jin, que ce soit Ancienne Tombe, que ce soit toutes ces cartes en fait qui font que Eldrazi peut être une stratégie assez faire en fait en moderne, avec un deck aggro, avec toutes ces cartes que tu as décrites, mais qui dégénère complètement en Legacy, avec une accélération qui est pas possible, et des sorties T2, T3 avec 5 ou 6 mana disponibles, ce qui te permet de passer au-dessus de tout le reste. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Pardon. Vas-y. On touche à nouveau à une question de l'identité du Legacy, parce que effectivement, t'as raison, ce qui rend Legacy, ce qui fait d'Eldrazi un deck viable en Legacy, c'est effectivement que sa mana base est hyper accélérante. Elle peut aller très fort, on en a parlé. Il y a l'Ancienne Tombe, il y a la Cité des Traîtres, il y a le Dugin, le Temple Eldrazi. En gros, ils sont 4. Alors la Cité des Traîtres, on en a qu'un. Pardon. D'ailleurs, je veux juste préciser pour ça, le deck en moderne, les créatures, c'est les mêmes. C'est juste que il n'y a pas Ancienne Tombe, il n'y a pas Œil du Guin, il n'y a pas Cité des Traîtres, il n'y a pas Berceau de Gaïa potentiellement aussi qui fait encore plus de mana. Mais donc je suis d'accord avec JP. Est-ce que c'est finalement pas la mana base qui peut poser problème, et notamment pour moi, si on cherchait un terrain problématique dedans, ce serait plutôt l'Ancienne Tombe, qui est vraiment un deck enabler de face mana. D'ailleurs, dans Mono Red Stompy, Ancienne Tombe x4. Donc, est-ce que c'est pas lui qui est finalement trop fort? Mais on en revient à la question d'identité du format. Ouais. Le Legacy est un format dans lequel, en plus, si tu veux pas faire en sorte que les stratégies de contrôle ou combo écrasent tout, en fait, ce face mana, il permet quand même beaucoup de decks aggro d'exister. On a mentionné. Il permet d'autres decks. Il permet pas mal de decks. Il y a 8cast en aggro, on en a parlé tout à l'heure, qui est plus vraiment un deck de la méta, mais qui a été un vrai deck méta. Il y a Eldrazi, on vient d'en parler. Et après, il y a des decks combo. On a parlé de Mystic Forge qui peut se servir, alors qui je crois ne s'en sert plus dans sa version actuelle, mais qui peut se servir. Enfin, il y a Mono Red Stompy. Il y a tout un nombre de decks qui sont appuyés là-dessus. Si demain tu bats d'Ancienne Tombe, t'empales la moitié du format. Donc why not? Mais alors on change tout le format, quoi. Alors que Eldrazi, Temple et Œil du Jin ont le même effet. Parce que finalement, il y en a un qui réduit le coût de tes sorts de 2, et l'autre qui t'ajoute 2 mana, pareil. Que pour l'Eldrazi. Voilà, mais que pour l'Eldrazi. Donc en fait, là, on a un ban qui est beaucoup plus ciblé. Ouais, c'est clair. Ce serait beaucoup plus intéressant de bannir de ces deux cartes, voir les deux, pour affaiblir le deck. Alors pour moi, largement affaiblir le deck, puisque ce sera un deck de moderne, du coup.
Donc ce sera Oui. pas au niveau du Legacy. Donc un deck injouable en Legacy. Donc, Il restera Ancienne Tombe, mais il restera Gaia's Cradle. Ouais, ça et suffit. quand même, Oui. Après, un deck de Legacy. Gaia's Cradle, voilà. si t'as pas développé hyper vite, c'est une carte qui sert à rien. Même Oui. si ça vaut 800 boules. Moi, je pense que, alors, ça me fait mal de dire ça parce que c'est une carte que j'aime beaucoup, que je joue aussi parfois dans Claude Post, même si Eldrazi est plus fort actuellement. Attention quand même, Claude Post a des très bons win rates en ce moment, donc à suivre. Mais moi, je pense que la carte qui crée les plans de jeu les plus déséquilibrés, ça reste le Mycospawn. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, ça attaque les basiques, alors que normalement en Legacy, on a Wasteland qui laisse tranquille les basiques. C'est pour ça qu'on n'a pas Strip Mine en Legacy. Et je pense que Mycospawn est une des cartes qui empêche aussi Contrôle de revenir. Contrôle, faut savoir que les decks Contrôle, quand ils ratent des land drops, c'est quand même assez grave. Là, on parle d'une carte potentiellement qui va lui exiler un basique. Je vais chercher Wasteland, je te pète un deuxième land. Il y a effectivement ce plan où il enlève 2 landes dans le tour, dont un basique, et là, c'est quand même la catastrophe pour beaucoup de decks. Voilà. Donc c'est. Tour 2, c'est un peu raide. Voilà. Donc les decks Contrôle qu'on avait. Ça, il le fait pas tour 2. Non, mais ça va vite. Il y a un système dans lequel il le fait. Un land qui fait 2, un land qui fait du vert, un pétale, il y a 4 pétales. Ouais, il faut pas oublier les tokens. Mais si tu veux le kicker, il faut payer 6. Oui, bien sûr, mais t'es allé chercher une Wasteland et 2 tours plus tard, tu vas le kicker et ça va aller. Non, t'as raison, il fait pas ça tour 2, mais tout de même, ça peut être brusque. Et il faut pas oublier les tokens de Mycospawn, de Flash Tracker, parce que les tokens de Flash Tracker peuvent être utilisés pour payer ton kicker aussi. T'as oublié dans ta shell, parce que les tokens, c'est des 0-1, mais il y a un petit lord qui met +1/+1 à toutes tes bêtes. Oui, donc, on peut. Tu peux te retrouver aussi avec un plan où t'attaques avec 6 tokens et ouais, tout à fait. tu mets des points et voilà. Eldrazi massacre Contrôle parce que on a les 4 cavernes des âmes, on a un plan potentiellement on a même plus besoin d'attaquer avec le Flash Tracker, on fait des tokens, on met des dégâts et vraiment je trouve que le Mycospawn est dévastateur pour ça, à exiler des terrains, à aller chercher le terrain qui nous faut au bon moment. Donc faut pas oublier que le deck G-Sky Control qu'on avait précédemment cherchait quand même à poser pas mal de landes pour après attaquer avec un Force Hurling Gas par exemple pour X égale 4 ou 5 pour prendre la game. Avec Mycospawn, il va jamais forcer Hurling Gas 4 ou 5. Ouais. Quoi. Et on rappelle 2 trucs, c'est que Eldrazi, il joue dans la plupart des versions 4 calices du vide, ce qui est quand même déjà une carte qui en Legacy a toujours historiquement pas dominé, mais en tout cas permis d'annihiler à lui seul quand tu joues un paquet de landes qui font 2 mana tour 1, au moins 5, donc à savoir les 4 anciennes tombes plus la Cité des Traîtres. La Cité des Traîtres, merci, et 4 pétales, donc en fait t'as quand même pas mal de combinaisons pour faire un calice à 1 tour 1. Bon, ça annule des trucs, et ensuite on rappelle qu'il joue 2 rings, alors c'est pas tant que ça, mais... Moi j'en joue 3. Lui il en joue 3 et il gagne des tournois, donc c'est hyper fort d'en jouer 3, mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui creuse, en fait contre Contrôle t'en as rien à foutre de perdre des points de vie, en plus dans Eldrazi tu passes ton temps à perdre des points de vie. Bon, c'est un deck qui a beaucoup d'armes, et qui emmerde beaucoup de decks, tout en étant bizarrement, je trouve, pour le jouer, pas forcément toujours super impressionnant, parce que dès là, tu mets une 2-2 tour 1, so what. C'est juste que t'as un effet un peu boule de neige si t'arrêtes pas la machine. Il y a un moment où en fait, en plus il y a peu de Vras dans le format, pour pas dire aucune, puisque comme le disait JP, il y a pas de deck contrôle dans le format, donc en fait il y a pas de Vras. Alors une fois que t'as des Eldrazi sur le board, c'est la fin des haricots. Band Control essaye d'exister encore un petit peu, Band Beanstalk principalement, avec des Wrath of the Sky, mais effectivement c'est trop lent. Maintenant contre les decks du moment, quand il va se prendre Blood Moon tour 1 ou Calice puis Voyant Ligatureur de Pensée tour 2, il peut rien faire. Beanstalk c'est beaucoup trop compliqué. Je trouve aussi dans la puissance du deck Eldrazi, ça, donc je peux le dire en le jouant, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a une espèce de plan combo aussi avec le Flash Tracker, et on peut juste tuer en castant des Kozilek commandes à X égale 3-4 qui vont faire trigger le Flash Tracker, ça recrée plein de tokens, je peux relancer encore un autre Kozilek commande pour refaire 2 dégâts, je peux faire 10 dégâts de Flash Tracker dans un tour sans attaquer. C'est pas mal.
D'où là, je trouve l'utilité du berceau de Gaïa dans ce pool, parce que ça, avec le berceau de Gaïa et tous les tokens de Fleshraker, ça devient vraiment un kill assez facile avec le Kozilek commande. On peut rapidement faire un Kozilek commande à x égale 8, 9, 10 avec le berceau de Gaïa, les réductions de coûts d'œil du yin et tous les lands effectivement comme on a dit qui font 2 mana. Et je trouve que le problème aussi qu'on a avec le Kozilek commande, c'est l'exil de créatures. Notamment, ça a fait pour moi disparaître un deck qui était, enfin en tout cas une catégorie de decks qui existait beaucoup dans le Legacy, qui étaient les decks Dark Depths en fait. Pas Lands. Les decks. Il est très objectif sur le fait de gagner avec Dark Depths. Oui, mais JP se tient un nouveau visage. Mais t'as raison. Mais il faut pas oublier que les decks Dark Depths, que ce soit les decks Naya, les decks Celestia, qui avaient une stratégie effectivement de poser le combo Thespian Stage Dark Depths pour créer Maritlage rapidement. Là, le Kozilek commande, je fais X égale 0, je draw une carte et je t'exile ton Maritlage. En éphémère. Après, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Sword et oui, mais Sword, bah d'accord. Sword te refait gagner 20 PV. Sword, t'as le temps de te réinstaller. Là, bah, tu te prenais un Brazen Borrower et puis, non, mais c'était bon. Heureusement que ça prend des choses, mais, ça prenait Caracas aussi. Ouais, bon, Caracas, mais, ça prend moi, ce que je vois, c'est surtout que ça a pris Delver. Je pense que je dis ça comme ça. Oui. Mais c'est effectivement, c'est des cartes qui existent, mais après, t'avais même des méthodes de protection quand même, parce que tu jouais des Segiri Step, tu jouais des choses comme ça. Segiri Step, ça donne la protection contre une couleur. On peut même pas se protéger de Kozilek commande. Oui, parce que ça date de l'époque où on considérait pas l'incolore comme une couleur. Voilà. Donc, moi, je trouve que la perte des decks Dark Depths, Land sort un petit peu la tête de l'eau actuellement après le ban de Frog, mais toujours pareil. Je joue contre un deck qui a 4 Kozilek commande. Je vais pas faire Maritlage parce qu'il est beaucoup trop facile. Je vais perdre de land et il est beaucoup trop facile à toucher. Donc je trouve que c'est quelque chose qui a souligné quand même avec le Kozilek commande, c'est cette capacité d'exiler facilement. Après, dans son mode à X égale 0, ça reste une carte chère pour faire ce qu'elle fait, au sens où, pour du Legacy, alors ok, on en a parlé, on a une mana base qui permet de la rendre beaucoup plus indolore. Je sais pas, elle vaut 2 de moins avec... Ouais, elle vaut 2 de moins, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une carte gratis que tu sors de ta main, tu vois, faut payer du mana, faut garder du mana up, enfin, c'est pas une carte gratis. Ok, t'as 2 modes, ok, elle est flexible, on est tous d'accord. Bon, ça reste une carte, faut payer 2 au départ, parce que déjà, on est en Legacy, c'est déjà, c'est déjà super cher. Ancienne tombe. Oh mon dieu, j'ai partagé mon ancienne tombe, j'ai X égale 0. Temple Eldrazi paye parce que c'est peut-être ça le sujet. Temple Eldrazi, faut pas oublier, contrairement à la Caverne des âmes, la Caverne des âmes ne permet de lancer que des spells de créatures. Exactement. Alors que Temple Eldrazi, c'est n'importe quel sort Eldrazi. Donc, ça, bon, ça après, je trouve que la caverne qui peut pas lancer, c'est plutôt un avantage parce que ça laisse contrable le Kozilek commande. Enfin, contrable, vu que Force of Will n'est plus beaucoup présent à voir. Mais effectivement, le Temple Eldrazi paye pour 2 pour le Kozilek commande et ça devient quand même une carte qui fait beaucoup de choses. Bien sûr. Mais c'est intéressant, Romain. Mais au final, moi, ce que je constate, c'est que à force de discussion, t'arrives à revenir à mon avis. Bon, sauf la partie où tu digresses un petit peu sur tes decks préférés, que personne jouait. Mais je ne veux pas le quitter ce deck Eldrazi, donc je ne veux pas qu'il y ait de ban. Sinon, je note qu'on est à peu près du même niveau. Et moi, je sais pas, ça c'est de la mauvaise foi, non? Mais mais le problème, c'est que si vous m'enlevez de mon Eldrazi, je vais revenir à des 0-4, donc c'est pas mon objectif. Bon, et surtout, on va pas se mentir, vous le découvrirez certainement en écoutant ce podcast, la mauvaise foi n'est absolument pas interdite. Voilà, donc ça c'est le truc. Mais toutefois, évidemment, à la domination d'un deck répond la domination d'un prédateur naturel. Et en parallèle d'Eldrazi, il y a un deck qui monte, qui est un vieux deck du format qui existe depuis très très longtemps maintenant. C'est Mono Red Stompy, donc je l'ai dit tout à l'heure, un deck capable de mettre une Blood Moon T1 avec justement des anciennes tombes, donc peut-être qu'en enlevant anciennes tombes de l'Eldrazi, on l'enlève aussi à d'autres decks, capable de mettre des Trinisphères, capable de mettre, je sais pas exactement ce qu'il y a de précis dans la liste, dans les listes actuelles, dans les itérations actuelles, Romain va nous en parler, mais
Mais il y a pas mal de choses qui empalent Eldrazi bien fort, parce que Eldrazi, en tant que bon deck incolore, est un deck qui interagit très peu, à l'exception de la carte dont tu as parlé, Romain, commandement de Kozilek, et de quelques anti-bêtes type Dismember. Oui, alors il y avait aussi des cartes type Pyrogoyf qui existent fort en ce moment. Faut pas oublier que c'est également un deck qui jouait ces 4 babioles vexatoires aussi avant. Donc comme tout bon deck casse-couille qui se respecte. Donc oui, mais est-ce qu'on peut se poser la question justement de ce deck qui est encore au top de la méta alors qu'il a perdu sa babiole vexatoire? Il jouait aussi des bombardiers latéraux qui sont quand même très agressifs, des Magus of the Moon, parce que 4 Blood Moon ça suffit pas, il faut en mettre 8, et aussi faut y penser, c'est peut-être une carte qui à l'avenir sera problématique. Pour l'instant je trouve pas, mais on verra. C'est un deck One Ring aussi. C'est les decks One Ring, ça reste toujours très puissant. C'est un deck fable du brise miroir. Rassurez-vous, je n'appelle absolument pas un ban de la fable. Ça serait excessif. Ça serait un petit peu excessif. Ce serait un peu excessif. Ça me laisse un petit peu trop élan, c'est ça. Mais par contre, les decks One Ring, Eldrazi est un deck One Ring, je suis désolé aussi. C'est pas que One Ring, mais Eldrazi, il pioche pas énormément. Il pioche avec Kozilek Command, mais il pioche une carte. Avec Kozilek Command se remplace. Toutes ces cartes font du 3.1. C'est vrai qu'il faut lui donner des méga pioches. Oui, mais quand tu top deck que des landes, justement, il est encore meilleur avec One Ring. Après, la réalité, c'est que Ring, selon moi, a été, comme le Bowmaster dont on parlait tout à l'heure, a été digéré par la méta de Legacy, qui, t'as raison, il y a encore des decks One Ring, il y en a quoi, 3, 4, 5, mais c'est pas non plus, ça n'écrase pas le format comme ça a été le cas en moderne, donc franchement, même les decks aggro jouaient ce drop 4, ingérable. Autant en moderne, c'est un problème. C'est terminé. Enfin, voilà, on est sur un format qui est capable d'y répondre. Et la preuve, c'est que Eldrazi n'en joue que 2, ce qui finalement te dit bien que c'est une carte de support qui est effectivement un excellent piocheur que t'es content de trouver à some point. On est tous d'accord. Hein, Jouez-en 3. Jouez-en 3 si vous voulez suivre les conseils de notre ami Salvich. Mais voilà, c'est une carte de support. On est content de la trouver. On est content de piocher avec Eldrazi un peu tard dans la partie si ça stall, mais c'est pas non plus le centre du deck, comme ça avait pu être le cas de Boros aggro en moderne, qui est quand même un deck aggro avec des drop 1 et des drop 2, et qui joue un drop 4 pour piocher, quoi, ce qui est un peu gaguesque. On passe maintenant à une petite séquence qu'on a appelée le deck exotique du mois. C'est Romain qui va nous en parler. C'est un deck Tron en Legacy. Alors, JB, ça m'a fait très plaisir de voir cette liste qui top 16 l'Eternal Weekend européen, et on a effectivement un deck Urzatron. Alors pour rappel, le deck Urzatron, c'est quand on combine la mine d'Urza, la centrale énergétique d'Urza et la tour d'Urza. Avec 3 landes, on fait 7 mana. Alors, il a rajouté effectivement d'autres terrains qui sont pas dans le deck de moderne de Tron, notamment l'Urzage Workshop qui va faire un mana incolore pour chaque land d'Urza qu'on contrôle, qui est lui-même un land d'Urza si on a le Metalcraft, et également 4 Planar Nexus. Planar Nexus, c'est un terrain qui a tous les types de land de non basiques. Donc c'est une gate, c'est un locus, c'est un land du tronc, etc. C'est un deck principalement à base de big mana, où on va retrouver des Grim monolithes, des basal monolithes et des clés pour des tapes justement ces monolithes, et faire du gros mana avec des kills de big mana qu'on peut retrouver assez fréquemment comme un Emrakul, ou Karn qui va lock la game avec la Mycosynth Lattice, qui va transformer tout ce qu'il y a sur le board en artefact, et le statique de Karn, The Great Creator, va empêcher d'activer les capacités activées des artefacts. Donc l'adversaire ne peut plus rien faire, ne peut même pas taper ses landes pour faire du mana. Ce que je voulais noter aussi dans cette decklist, c'est qu'on retrouve des cartes qu'on voit assez peu en Legacy. On voit 2 Hugin
le dragon esprit, donc le Planeswalker à 8. Une carte un peu oubliée en Legacy. Ouais, mais qui finalement peut faire du travail, notamment quand il y avait la Frog. On voit que c'est un deck avec 4 Vexing Bubble, donc a priori c'est un deck qui sera moins fort. Je vous déconseille fortement de jouer Tron, hein. Mais En tout cas, c'est un deck qui sera moins fort. Car tous vos adversaires vous détesteront, car c'est le deck le moins aimé du format. Mais vas-y, excuse-moi. Et également, on retrouve Catwan Ring dans... Attention, on a un problème de tout. Ah putain, c'est la cacahuète. Donc, il y a une cacahuète de travers, donc je vais reprendre le lead sur cette conversation. Donc, il y a aussi effectivement 4 One Ring, des Eldrazi Confluence, des Trinisphères, des Disruptor Cubes, qui est un artefact pour 2 mana incolore qui, quand il arrive en jeu, permet de rendre d'augmenter de 3 le coût du nom de la carte qu'on choisit quand ça arrive sur le board, et qui empêche d'activer les capacités, à moins que ce ne soit des capacités de mana, des clés, Romain l'a dit. Bref, c'est finalement un deck qui ressemble énormément à Mystic Forge, qui a juste l'air moins fort, avec une base de mana probablement de moins bonne qualité. Qui est beaucoup moins combo en fait, parce que on n'a pas les Flash Trackers, l'Eldrazi qui met des petits coups de 1 dégâts, et qui permettait de faire beaucoup de mana, et donc de jouer des Kozilek Command à X égale beaucoup pour tuer. On remarque effectivement, comme JB l'a dit, des Eldrazi Confluence qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir en Legacy, qu'on a l'habitude de voir nulle part d'ailleurs. J'ai envie de dire, je l'ai déjà testé en x1 dans Eldrazi. Ça prouve qu'elle est plutôt mauvaise. Effectivement, je vous le déconseille. De toute façon, dès que je sors des listes traditionnelles, c'est pas bien, mais je suis content d'avoir mis ma patte, donc je l'ai quand même gardé longtemps. Je l'ai sorti à peu près à toutes les games, mais je l'avais en une fois. D'ailleurs, ce n'est même pas un éphémère Eldrazi. Non. Donc c'est encore moins bien. Pour rappel, c'est un éphémère qui n'est pas Eldrazi, comme l'a dit Romain, pour 2 mana génériques, 2 mana incolore, qui a plusieurs modes. On en choisit qu'un. On en choisit 3 et on peut choisir 3 fois le même, excusez-moi. Le premier, c'est que la créature ciblée gagne plus 3, moins 3, donc ça peut servir d'anti-bet ou de boost, évidemment. Le deuxième, c'est qu'on peut exiler le permanent ciblé non-terrain et le ramener taper sous le contrôle de son contrôleur. Et le troisième, c'est qu'on peut mettre une 1-1 colorless Eldrazition, donc c'est les mêmes que ceux qu'on a l'habitude d'avoir Eldrazi. Il attaque. C'est une 1-1, il peut attaquer, ce qui a juste tendance à perdre les joueurs qui oublient que c'est une 1-1 et à faire qu'on n'a pas les bons tokens en partie paper. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce deck. Je trouvais ça rigolo de voir une liste Urzatron en Legacy qui a parfait en plus. Top 16, top 16 de l'Eternal Weekend, donc ce qui est pas rien quand même, sans ancienne tombe, donc c'est possible d'exister sans ancienne tombe. Jouer des anciennes tombes. Ouais, et surtout ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai que ce deck, en regardant la liste, il a vraiment pas l'air bien, mais c'est aussi ça la splendeur de Legacy et de ses formats Eternal non rotatifs machin, c'est qu'il y a un gars il a quand même battu 800 mecs pour arriver top 16. Et c'est beau. C'est des fois il y a des statistiques qui défient toute logique. Romain s'est qualifié pour la Coupe de France, des choses comme ça. Des fois, parfois il arrive que les étoiles s'alignent sur une on journée. comprend pas très bien, mais bon. J'ai joué Eldrazi. Voilà, ça peut arriver. Et comme c'est dégénéré, boum. Ok, je crois que c'est tout pour ce deck exotique, si ce n'est qu'on félicite ce joueur dont on ne connaît pas le nom, si on a son nom. Non, on a que son pseudo, Maker Test, sur, effectivement, je n'ai pas trouvé le nom de ce joueur, malheureusement. On n'a pas cherché non plus, mais Maker Test, si tu nous entends, bravo à toi. Voilà. Bravo. C'est cool, jouer Tron c'est mal, mais jouer perfait dans un gros tournoi avec un deck hors méta, c'est plutôt cool. Ok, maintenant on passe au Popper. JP va nous parler de la Coupe de France de Popper. Donc le Popper, pour rappel, JP, qu'est-ce que c'est ? C'est un format éternel avec que des communes. C'est l'ensemble des communes de Magic qui ont été éditées depuis le début du jeu. Donc évidemment le power creep est le power creep est très très bas. Enfin, pas tant que ça. Je pense qu'il y a pas mal de decks de Popper qui peuvent rivaliser avec des decks de standard. C'est bien possible. Peut-être même du pionnier. Peut-être pas du moderne parce que bon, ça commence à être vraiment des formats dégénérés, mais tout ce qui est standard et pionnier, je pense que ça pourrait se défendre. Voilà. Donc c'est un format qui est très très intéressant parce que il est vraiment, on vous encourage à aller explorer un petit peu ce format-là.
notamment si vous avez envie de vous diversifier dans un deuxième format. C'est un format qui évolue pas très très vite, donc ça permet vraiment d'avoir, si vous avez envie de varier un petit peu sur votre format principal, vous pouvez tout à fait aller là-dessus. Et de faire un deck qui ne coûte même pas une ancienne tombe. Oui, la plupart des decks coûtent 50 €. Effectivement, ouais. C'est un deck, c'est un format qui a cet avantage-là, c'est qu'ils ne valent vraiment rien, puisque c'est que des communes. Ouais, si vous avez l'habitude d'acheter des One Ring, n'importe quelle carte de Legacy globalement, ou des cartes de Modern, pour l'équivalent d'une ou deux cartes, vous aurez un deck dans un format hyper cool. Méta, ouais. Parce que on dit, et en plus c'est une méta qui est plutôt très variée. Il y a de l'aggro, il y a du contrôle, il y a du combo, il y a tout. Ouais. Il n'y a pas de Vexing Bubble. Il n'y a pas de Vexing, il n'y a pas de Psychic Frog. Il n'y a pas de, ça banne pas souvent, mais ça banne de temps en temps. Ouais. Il y a pas de, c'est un format qui est très intéressant parce qu'en fait, à la fois, il n'y a pas de cartes qui vont loquer des games et qui vont créer des métas qui sont très polarisées, très franches. Il n'y a pas non plus de cartes qui vont retourner la game et qui vont vous permettre de compenser vos erreurs en fait. Donc si vous vous trompez, si vous faites les mauvais choix, vous en paierez les conséquences et donc ça récompense vraiment les meilleurs joueurs et ceux qui sont capables de prendre les meilleures décisions. Ouais, et on va pas se mentir, on est allé faire un petit tournoi de Pauper avec JP, c'était quoi, le week-end dernier? C'était le week-end dernier, ouais. Au ZAP des arpenteurs de Palaiso qui ont le signal au passage pour tous les joueurs d'Île-de-France ou d'un peu plus loin. Il y avait même des joueurs, il y a des joueurs qui viennent parfois de Lille, d'Orléans et autres. C'est des gros tournois réguliers, essentiellement en duel commander, mais là il y avait aussi un side event en Pauper, il y a parfois des side events en Legacy ou en Moderne. Et c'est la grosse asso de région parisienne, je pense qu'on peut le dire, hein, en termes de grosse organisation. Derrière Salvich. Juste derrière le Salvich. C'est donc les tournois ultra confidentiels que Romain a organisé dans son appartement parisien et où seule une quinzaine de joueurs triés sur le volet sont invités, mais il y a des bilans à gagner parfois. Voilà, il faut juste, faut que Romain vous aime. Pour en revenir au Popper, il y a donc la Coupe de France. Je vous aime. Et il vous aime, car c'est un prophète. Il vous aime, jouer 3 rings, tout ça, bref, vous avez compris. Jouer des landes. Jouer tronc, jouer tout ce qui a plus de 60% de landes ou de mana dans son deck, et c'est déjà une bonne, vous serez rentré dans sa secte. Quoi qu'il en soit, il y a la Coupe de France de Popper qui se déroule le week-end du 16 mars, à Toulon. À Toulon. Toulon même. Ouais. Donc c'est plutôt cool parce que c'est relié par le train, ce qui n'est pas toujours le cas des CR ou des différents tournois, qui parfois sont on n'a rien contre les petits villages, on a même, c'est super que plein d'assauts en France organisent des tournois, mais quand on vient de loin, c'est pas toujours facile d'aller jusqu'à un village perdu dans la Drôme ou autre. Ouais. Là, c'est Toulon, il y a le train. Donc déjà, c'est cool. Petite balle perdue pour la Drôme. Non, pas du tout. On vous aime, la Drôme. Non, on vous aime, c'est juste que je regardais encore récemment une autre asso qui s'appelle Magic Bounia, qui est une asso du Puy-de-Dôme. C'est vrai. Très bonne asso. Très sympa. Asso qui fait du Legacy, que des mecs sympas, qui fait du Duel Commander et tout. Je regardais pour un CR de Duel Commander. Le problème, c'est que c'est dans un village où en fait il y a pas de train, alors c'est vraiment pas loin de Clermont-Ferrand et tout, mais une fois que t'es sur place, bref, il y a toute une logistique, ce qui, quand on n'est pas plusieurs pour prendre un tacos ou pour louer une voiture, revient vite très cher. Voilà, c'est pas du tout une balle pour eux, au contraire, c'est une asso qui est géniale. Voilà. Et donc le samedi, il y a la Coupe de France de Popper, pas de qualif nécessaire, puisqu'en réalité, on va pas se mentir, il y a pas vraiment de structure beaucoup de compétitive, joueurs, donc il suffit de se pointer. C'est 27 € de mémoire. Ouais, c'est 27 €, voilà. C'est la moitié du prix du deck, mais 128 places, je crois. 128 places, il en reste plus de 100, si je ne dis pas de bêtises. Le tournoi a été annoncé il y a quelques jours à peine, au moment où on enregistre, donc effectivement, si vous êtes intéressé, ça peut valoir le coup. Il y a un bilan à gagner. De France de Popper pour 27 € et potentiellement gagner un bilan, ce qui pour 27 balles et un deck à 50 balles est plutôt un bon investissement. Après, ça implique de gagner. Et soutenez les associations, justement. Participez à ces tournois qui sont effectivement pas des formats soutenus par Wizard. Donc, c'est vraiment faut pas oublier que c'est des gens qui prennent du temps pour eux, pour vous organiser les tournois, pour créer des événements très sympas. On était allé à la Coupe de France de Legacy. Qui était organisé par TG Gone dédié. Voilà, exactement. C'était super, c'était vachement bien organisé. On a passé un super week-end. Donc allez-y, remplissez à fond ces tournois. C'est très chouette. Et vous y croiserez JB et JP. Et oubliez pas que c'est des assos qui font pas de thunes, c'est des assos qui en fait l'argent, ils restent dans l'asso, et que tous les mecs et les nanas, quand il y a surtout des mecs dans Magic, c'est pas un secret. C'est des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour faire vivre la communauté. C'est comme les arbitres, c'est des mecs qui gagnent pas grand chose à être là, si ce n'est de nous permettre de jouer, de s'amuser dans le respect des règles et de la bonne humeur. Donc c'est cool, et 27 balles, c'est de l'argent, on est tous d'accord.
mais c'est pour une super asso, une super journée et une Coupe de France de popper, et en fait vous allez juste rigoler. Et le dimanche, si vous faites pas de popper, il y a un CR de Duel Commander, donc vous pouvez vous qualifier à la Coupe de France de Duel Commander, qui est depuis quelques années un très 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 gros tournoi organisé par nos amis de MTG Prime, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Qui nous, on est un peu des débutants en Duel Commander, on va pas se mentir, mais vous le découvrez au fur et à mesure de ce podcast et des épisodes, mais c'est plutôt cool, donc c'est un cool week-end, c'est deux bonnes raisons de venir à Toulon passer son week-end à jouer aux cartes. On va arriver à la conclusion. La conclusion, c'est une petite outro où on va vous faire des petites recos culturelles plutôt larges qui sont soit reliées à Magic, soit pas du tout. Qui veut commencer ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire quelque chose excessivement mainstream et vous conseiller la saison 2 de Squid Game que j'ai adoré, mais je pense que tout le monde connaît déjà ça, donc je vais plutôt vous parler de mon coup de cœur jeu vidéo du moment, un jeu qu'on connaît pas mal aussi, si vous êtes un peu gamer, c'est Path of Exile 2, donc la deuxième version qui est toujours en bêta actuellement, mais qui est sorti il y a à peu près un mois, et c'est toujours aussi excellent. Le 1 était génial. C'est un petit studio de développement qui crée ce jeu. On rappelle, donner le 1 gratuitement avec juste des petits packs potentiellement achetables pour participer au jeu. Le 2 coûtait pas bien cher de mémoire, moins d'une trentaine d'euros. Moi, je l'ai pris sur PlayStation et c'est excellent. On retrouve toutes les mécaniques qu'on aimait dans Diablo 2. C'est un hack and slash, donc comme les jeux de Diablo, alors avec une visée hardcore gamer. C'est quand même un jeu qui est assez difficile, où on peut rapidement se perdre dans son build de personnages, mais qui a une profondeur de jeu absolument terrifiante. Vraiment, si vous aimez ce genre de jeu, prenez-le rapidement. Alors, je préciserai juste sur Path of Exile 2, parce que j'y joue aussi, que c'est un jeu qui est actuellement en bêta. Il est prévu d'être free-to-play à la fin de la bêta, donc ils n'ont pas donné de durée exacte, mais ça devrait durer plusieurs mois. Donc effectivement, là, ce qui est payant, c'est l'accès anticipé si vous voulez y participer. Et, comme dit Romain, c'est une trentaine d'euros sur tous les supports. Par contre, si vous n'avez pas envie, vous pouvez juste attendre que la bêta soit terminée. Vous aurez la version, la première version du jeu qui sortira, et à ce moment-là, elle sera free-to-play. Et c'est un free-to-play. Un vrai free-to-play, c'est pas un free-to-play qui vous demande d'acheter 100 euros d'achat in-game pour être jouable. Non, vous pouvez le jouer totalement comme ça. Mais si je veux des skins trop stylés pour mes personnages, jamais là donc j'ai aucune idée de ce que je dis, mais si je veux acheter des skins trop stylés pour mes personnages, est-ce que ça me coûte 100 euros? On peut mettre l'équivalent d'un berceau de Gaïa dedans si on a envie, si on a envie de tout acheter. Mais... Okay. Il y a quelques options de confort que vous pouvez acheter, un peu plus de slots dans votre coffre de stockage, quelques petits trucs comme ça. Pratique, mais rien d'obligatoire. Mais si vous voulez jouer confortablement et gagner, faut si vous achetez... Sinon on reste bloqué niveau 1 si on a fait ça. Et si vous achetez l'accès anticipé, de toute façon, vous avez l'équivalent en crédit dans la boutique du jeu. Qui est l'équivalent de la somme que vous avez mis, donc à peu près l'équivalent d'une trentaine d'euros. Tout à fait. Donc finalement, c'est pas de l'argent qui est tant perdu que ça. C'est pas juste pour l'accès anticipé. Vous avez aussi de toute façon l'équivalent de 30 euros d'achat dans la boutique in-game. Ok, JP, une reco? Moi aussi, c'est un jeu vidéo, mais alors c'est un truc qui est beaucoup moins hardcore que Path of Exile. Moi, je me suis mis... Alors, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois déjà, mais là, je me suis refait la campagne de Warhammer Space Marine 2. Qui a l'air extraordinaire. Qui est un super jeu d'action, qui ressemble beaucoup à un Gears of War. C'est un super défouloir. Donc, si vous avez envie d'un truc où vous découpez des aliens avec une épée tronçonneuse dans des grosses gerbes de sang et contrôler des mecs... option fanatique religieux, quand même. Parce voilà. On le rappelle pas assez, les Space Marines de Warhammer 40 000 sont clairement des croisés et des fanatiques religieux qui tuent au nom d'un empereur Dieu. Mais c'est cool, c'est bien dark et c'est plutôt... avec un langage un peu particulier. Maintenant je me mets à appeler... J'ai une collègue que je me suis mis à appeler Honorable Karine parce que
effectivement tout le monde est au Ouais, noir. les conséquences de jeu, la Voilà. fanatisation est déjà entamée. Et les Donc souvenirs. ça ne va pas du tout, mais ouais, non, je vous conseille, si vraiment vous êtes un petit peu nostalgique de tous ces vieux jeux type Gears of War, ces gros jeux d'action, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment très très bien. Et dans un univers de Warhammer qui rappellera sûrement beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens, ou même de joueurs actuels encore. On va Mais pas se mentir, il y a des proximités entre les communautés de magiciens et les communautés de joueurs de Warhammer. on peut retrouver certains joueurs aux deux endroits. Disons qu'il y a des gens aux mêmes tables. Ouais. Et surtout, je l'ai pas encore joué, mais moi aussi il me tente, il est sur ma playlist, comme on pourrait dire. Et effectivement, il a l'air de faire d'être très 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 sourcé, de faire référence. Il y a du Tyrannide, il y a du Space Marine du Chaos, Marine du Chaos, ouais. Sinch, si mes souvenirs sont bons, dans ce que j'ai vu tourner sur le Ouais. Twitch. Et il y a même des petits secrets d'une race connue mais pas connue qui laisse présager d'un add-on ou d'un second jeu où on ira peut-être tuer des robots impossibles à détruire pour l'éternité, les Nécrons. Voilà, spoiler. Désolé, c'est trop tard. Mais il vaut combien de deck popper? Il a 1,5 deck il vaut popper. C'est 1,5 deck popper. Ouais. Il vaut 1,5 deck popper. Ce sera notre monnaie du podcast, le deck popper et l'ancienne tombe. Donc il faut une ancienne tombe. C'est à peu 50 près. balles, quoi, Voilà. pour faire ça. Ok, moi, Marocco, elle est série. Alors, une fois encore, c'est pas un truc hyper confidentiel, c'est Arcane saison 2. Parce que, non pas, déjà, c'est une bonne série, Arcane, c'est hyper joli, c'est hyper bien fait, c'est tout ce que les séries d'animation devraient toutes faire. Mais c'est surtout le lore d'un jeu vidéo qui n'avait pas de lore, qui est devenu une série complètement mythique en, 2 ans, 3 ans. Voilà. Et on rappelle que, c'est pour faire le lien avec ça, on rappelle que Magic the Gathering, malgré son lore immense, profond, deep, contenant plusieurs plans d'existence et très bien mis en scène par nos amis de Magic C'est Chic, dont certains sont des proches de ce podcast, ou en tout cas des proches des membres de ce podcast, malgré tout ça, malgré tous ces gens qui travaillent sur ce lore, etc., il n'y a toujours pas de série, toujours pas de film. Il existe quelques romans dont j'ai lu moi-même quelques exemplaires quand j'avais 13 ou 14 ans, dont un qui s'appelle Les Chaînes Brisées, on va pas se mentir, c'est pas du très bon roman. C'est même de la fantaisie, genre catastrophique. Voilà. Et qu'on attend toujours, malgré les millions investis par les joueurs en cartes, que on nous donne quelque chose, surtout que cette année, il y a eu D&D, c'était l'année dernière, pardon, il y a de Donjons et Dragons qui a fait un film qui, franchement, en tant que joueur, me semble assez ok, assez proche de l'esprit. Ils ont pris ça avec humour. Ils se sont pas pris au sérieux avec des elfes, des gobelins, essayer de faire du Tolkien-like un peu de merde. Ils ont fait un truc un peu rigolo et c'est plutôt cool. Et moi, j'attends toujours que ça arrive sur Magic the Gathering. On a toujours quand même, c'est un peu un tuyau, a priori ça a l'air quand même très abandonné, mais il y a toujours la soi-disant série Netflix, Tu l'as vu? Magic. Ouais. Non. T'as vu une image? Oui. Alors, pas de la série. Une image. Mais, avec marqué Magic the Gathering, la série coming soon. Voilà. C'est, donc, il y a quelque chose. Ouais, Effectivement. moi je te parie un deck de popper que ce sera nul à chier. C'est coming soon depuis avant le Covid, je pense, mais il y a eu quelque chose. On connaît déjà la sortie de la saison 3 de Squid Game qui est annoncée à la fin de l'année. Il y a déjà 27 adaptations, 27 spin-offs de Game of Thrones qui sont annoncés. Et on est en coming soon pour Magic the Gathering qui existe depuis 93, mais ok, tu vois. Ok, c'est bien, on peut espérer, ça va être probablement un arc improbable, bref, voilà. Ça risque d'être aussi bon que le film Borderlands. En attendant, je vous invite, il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur les très mauvaises adaptations de jeux vidéo. Alors là, Magic n'est pas un jeu vidéo, excellent. mais les très mauvaises adaptations de jeux vidéo. Far Cry, allez regarder Far Cry. Allez regarder Far Cry, allez regarder Assassin's Creed, allez regarder toutes ces choses. C'est des navets, ils sont plus terribles les uns que les autres. Finalement, il y a que Super Mario. Resident Evil, catastrophique, aucun rapport avec le jeu. Ouais, voilà, il y a peut-être Tomb Raider vaguement à sauver, non pas parce que le film est bon, mais parce qu'il est relativement proche de l'esprit du jeu. Super Mario qui est assez proche de l'esprit du jeu. Il y en a quelques-uns, mais je vous invite quand même à regarder le Super Mario de 93, si je dis pas de bêtises. Ah oui, excellent. Un monument absolu du cinéma. Pas en animation, celui-là, le vrai Ah film. ouais, le vrai, avec des tortues, des champignons qui sont des espèces de trucs, bref. Regardez-le, des vieilles qui tirent au fusil sur Mario et Luigi, enfin on est sur un truc exceptionnel. Que de reco. Regardez-le, il est trouvable sur internet hyper facilement, c'est gratuit. Voilà, et faites-vous toutes les adaptations de merde avec vraiment une mention exceptionnelle pour Assassin's Creed, qui a un casting à 2 milliards de dollars, une réal à 2 milliards de dollars, on est en Marion Cotillard, on est en No Limit, c'est la merde. Genre, tout est raté de A à Z, c'est incompréhensible. Enfin bref, t'as beau avoir joué 12 jeux, tu comprends rien au film. Donc voilà, je suis certainement pas assez malin pour ça, mais voilà, c'est exceptionnel. Merci pour ces recos. Bah ouais. Merci à tous. Merci d'être là pour ce podcast. On le rappelle, c'est Force of Wish, le podcast aussi gratuit qu'une Force of Will, mais aussi cheap. Vous avez dû vous en apercevoir. Une commande sur Wish. C'était JB, Salvish et JP.
On vous dit à bientôt et Salut. merci d'avoir écouté. Salut Merci, à tous. salut.